Alors, l'intelligence artificielle. On en parle partout, mais concrètement, en réanimation, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet de pointe, l'IA et la ventilation mécanique. C'est un domaine fascinant, plein de promesses, mais vous allez voir, il y a aussi pas mal de défis. Bon, alors, on attaque. Et pour commencer, regardez bien cette citation. Elle date de 1970, ça fait plus de 50 ans. C'est fou de se dire que l'idée de l'IA, qui assiste, voire remplace le médecin, eh bien ce n'est pas du tout une idée neuve. Ça montre bien qu'on est sur un cheminement de pensée qui vient de très très loin. Pour structurer tout ça, on va procéder en 4 temps. D'abord, on verra quelle est cette fameuse nouvelle frontière. Ensuite, on parlera des promesses cliniques, de ce que ça peut apporter concrètement. Puis, il faudra bien sûr aborder les risques, les réalités du terrain. Et on terminera sur la voie à suivre pour une bonne collaboration entre l'humain et la machine. Allez, première partie. C'est quoi, au fond, le problème que l'IA est censée résoudre ici? Eh bien, jusqu'à maintenant, comment on fait? On se base sur des protocoles, des moyennes de population. Le truc, c'est que chaque patient est différent. L'enjeu, le vrai saut qualitatif, c'est justement de passer de ce modèle un peu prêt-à-porter à du sur-mesure, à des soins totalement personnalisés. Et voilà, ça illustre parfaitement le changement de paradigme. D'un côté, on a la ventilation classique, ce qu'on appelle la boucle ouverte, le clinicien règle la machine, et puis voilà. De l'autre, avec l'IA, on entre dans une boucle fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la machine et le patient se parlent en permanence. L'IA analyse, ajuste, réajuste minute par minute. C'est une optimisation en temps réel. C'est vraiment ça la révolution. Bon, maintenant qu'on a posé le concept, passons aux choses sérieuses, les bénéfices cliniques. Concrètement, au lit du malade, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que les données nous disent? Alors, premier point, et c'est un gros morceau, la protection du poumon. On sait tous que la ventilation peut abîmer les poumons, c'est ce qu'on appelle les VILI. L'idée ici, c'est que l'IA, en ajustant en permanence la PEP et le volume courant, peut vraiment limiter la casse. Elle évite la surdistension, le dérecrutement, bref, elle protège. Et les chiffres sont là. On parle d'une réduction potentielle du risque de VIL qui pourrait atteindre 25%. Franchement, c'est énorme. Deuxième bénéfice clé, la détection des asynchronies. C'est le cauchemar du réanimateur, ce moment où le patient et la machine ne sont plus synchronisés. Ça arrive tout le temps et on sait que ce n'est pas bon. Eh bien là, l'IA est un véritable super pouvoir. Elle analyse les courbes en continu et elle est capable de repérer ces conflits bien plus vite et avec une précision bien meilleure que le meilleur des cliniciens. Ça permet d'agir tout de suite. Et enfin, le troisième point qui parle à tout le monde en réa, le sevrage. La fameuse question, est-ce qu'on peut l'extuber? C'est toujours une décision difficile, un vrai pari. Les algorithmes prédictifs, eux, peuvent analyser des dizaines de paramètres en même temps, bien plus que ce qu'on peut faire de tête. Et le résultat est là. Ils peuvent multiplier par plus de 3 les chances de bien prédire le succès de l'extubation. C'est une aide à la décision absolument majeure. Bon, on a vu le côté rose. Maintenant, il faut être lucide. Entre la promesse de l'algorithme et la réalité du terrain, il y a un monde. C'est tout le sujet de cette troisième partie, les obstacles, les périls bien réels. Et pour commencer, un chiffre qui fait mal, 89%. C'est le pourcentage d'études sur l'IA en ventilation qui sont considérées comme ayant un risque de biais élevé. Oui, 89%. Ça calme, hein? Ça nous dit tout de suite qu'il faut prendre tout ce qu'on lit avec d'énormes pincettes. La base scientifique est encore fragile. Ce tableau, il résume parfaitement cette dualité. Chaque avantage a son inconvénient, c'est un peu le yin et le yang de l'IA. C'est génial, l'adaptation minute par minute, mais une simple petite fuite sur le circuit et tout l'algorithme peut se planter. L'IA peut anticiper un barotraumatisme, mais elle peut aussi nous noyer sous les fausses alarmes. Elle est censée réduire la charge mentale, mais si l'interface est un casse-tête, ça fait l'effet inverse. Bref, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et ça nous amène au problème central, celui dont tout le monde parle, la fameuse boîte noire. En gros, si l'algorithme décide d'augmenter la pipe, mais qu'on ne sait pas pourquoi il a fait ça, comment on peut lui faire confiance? Et si ça tourne mal, qui est responsable? Le médecin? Le fabricant? L'algorithme? Cette opacité, c'est un vrai mur, autant sur le plan éthique que médico-légal. C'est un frein énorme. Et si on creuse un peu dans la recherche actuelle, on voit que les problèmes sont profonds. D'abord, la transparence, elle est quasi inexistante. Plus de 85% des études ne partagent ni leurs données ni leur code. C'est impossible de vérifier, de reproduire. Ensuite, la validation. La plupart des modèles sont testés dans un seul hôpital et jamais à l'extérieur. Est-ce que ça marcherait ailleurs? On n'en sait rien. Il y a aussi d'énormes lacunes sur les données démographiques, notamment l'ethnie, ce qui crée un risque de biais énorme. Et enfin, le plus subtil, un modèle peut avoir l'air de bien marcher sur une population, mais être complètement à côté de la plaque pour le patient qui est juste devant nous. Ok, le tableau est
complexe. Alors, on fait quoi? On jette tout à la poubelle? Non, bien sûr que non. La solution, c'est de construire une collaboration intelligente, de mettre en place un cadre pour que cette intégration se fasse de manière responsable et sûre. C'est ce qu'on va voir dans ces dernières parties. On peut imaginer un cadre assez simple en fait, en 3 étapes. 1. La formation, c'est la base. Les équipes doivent comprendre comment l'outil fonctionne, ce qu'il peut faire, mais surtout ce qu'il ne peut pas faire. Il faut savoir lire ce que l'IA nous dit. 2. La supervision, c'est non négociable. L'IA, c'est un copilote, un excellent copilote peut-être, mais le pilote, ça reste le clinicien. C'est lui ou elle qui valide les décisions importantes. Et 3. L'exigence. On doit, collectivement, exiger des fabricants des algorithmes qui soient plus transparents, plus explicables et bien sûr ultra sécurisés. C'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Et je trouve que cette citation du professeur Lévy résume tout ça à la perfection. L'IA ne va pas piquer le travail du réanimateur, elle va le transformer. On passe du rôle de celui qui tourne les boutons à celui qui supervise la stratégie globale. C'est un changement de posture complet. Finalement, la vraie question, ce n'est plus savoir si l'IA va bouleverser la réanimation, ça, c'est une certitude. La question, c'est comment on va piloter ce changement, ensemble, pour que ce soit vraiment au service du patient.